palais. Et pas seulement pour payer les clopes du général de Gaulle. Sans argent, la résistance ne survivrait pas. Jean Moulin l'avait compris, qui gérait les fonds remis par la France libre et les distribuait au mouvement et aux syndicats. La suite, il ne l'avait pas vu venir. L'argent qui manque, de plus en plus au fil des mois, alors que le combat prend de l'ampleur, que grossissent les rangs de l'armée des ombres. L'argent qui, à force de manquer, finit par devenir l'enjeu des tensions politiques entre les grands chefs alliés. C'est des avances de la Banque d'Angleterre qui permettent au général de Gaulle de survivre. L'argent de la résistance, tout de suite dans Infrarouge. Que sont devenus les milliards? J'en ai pas gardé pour moi. Juillet 1944. Neuvic-sur-l'Île, au cœur de la Dordogne. Le plus gros casse de l'histoire est en train de se dérouler. Un train est arrêté par 150 hommes armés. Le butin, 2 milliards 280 millions de francs. Qui sont les hommes qui prennent d'assaut ce convoi? Des Allemands? Des brigands? Non. Ils sont membres des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Autrement dit, ce sont des résistants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'orage, comment la résistance s'est-elle financée? De Gaulle à Londres, avait-il des ressources financières? D'où venait l'argent de la résistance? D'emprunts? De braquage? L'argent a été au cœur de la bataille de France. La guerre, c'est avant tout une histoire d'argent. Quand les soldats allemands investissent la capitale française en juin 1940, ils ne se contentent pas de faire claquer leurs bottes ferrées sur le pavé parisien. Ils vont surtout s'accaparer toutes les richesses du pays. L'argent revient aux vainqueurs. C'est bien le problème du général de Gaulle. Tout juste débarqué à Londres, celui qui a décidé de continuer le combat contre l'envahisseur allemand est sans ressources. En pleine débâcle, le président du Conseil lui a remis 100 000 francs en liquide, puisés dans les fonds secrets. C'est tout. Aux premiers hommes qui répondent à son appel, de Gaulle confie « Je n'ai ni fonds, ni troupes. Je ne sais pas où est ma famille. Nous commençons à zéro. » De Gaulle est seul, ou presque. Puisque vous êtes tout seul, je vous reconnais tout seul, lui lance Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Le soutien du vieux lion apporte à De Gaulle l'inconnu une reconnaissance politique indispensable, mais il ne remplit pas les caisses. Jean-Louis Crémieux-Briac est un des jeunes Français qui a rejoint Londres. De Gaulle, dès qu'il est reconnu par Churchill comme chef des Français libres, s'installe pour 3 semaines provisoirement sur les quais de la Tamise dans un immeuble St. Stephen's House. Et il recrute très rapidement un homme qui a une expérience de la banque, qui s'appelle Pierre Denis, alias Roson de la France libre, qui sera pendant 3 ans le financier de la France libre. Et donc, Pierre Denis prend en compte la caisse. Et certains jours, cette caisse est si misérable qu'un soir, il reste seulement 14 shillings. Et Denis doit ajouter 10 shillings de sa poche pour payer des télégrammes que le général de Gaulle veut envoyer à l'étranger. Pierre Denis contrôle tout. Les frais sont nombreux. De Gaulle se veut le chef d'un État en exil. Il faut tout inventer. Et cela coûte cher. Il faut acheter des enveloppes, des timbres, mais aussi des tampons des différentes échelles du secret que l'on teste au dos du reçu. Tous les justificatifs sont scrupuleusement conservés. Vérifié, pointé. Télégramme, salaire du chauffeur, pourboire. Mais aussi cette facture de 353 livres pour une couronne de fleurs lors des cérémonies du 11 novembre 1940 au nom des combattants de la France libre occupée.
signé René Cassin. Pierre Denis, alias Rosan, lance même une enquête pour savoir qui a passé la commande exorbitante de 1000 insignes émaillés or. Il est obligé d'emprunter pour régler la facture. Les fonds manquent. Les moyens sont dérisoires et c'est seulement courant juillet que, de façon empirique, le gouvernement anglais donne instruction à la Banque d'Angleterre d'aligner 500 livres sterling sur le compte du général de Gaulle. Et à plusieurs reprises, en juillet et en août, c'est donc des avances de la Banque d'Angleterre qui permettent au général de Gaulle de survivre. Grâce à ces premiers versements, de Gaulle peut faire des cadeaux diplomatiques. Comme ces cigares, certainement pour Churchill. Ou ce bouquet de fleurs, pour sa femme. Et puis le général a des frais. Il fume cigarette sur cigarette. We came from France to England in 30 hours, and we are very glad to be here and to see the First Minister, Mr. Churchill. Vive le général de Gaulle. En ce début d'été 1940, l'appel du général a été peu entendu. Malgré tout, ils sont des centaines de jeunes soldats ou civils à débarquer en Angleterre pour rejoindre les rangs des forces françaises libres. Le problème, c'est que de Gaulle n'a pas un sou pour les équiper, pour les armer et même pour les nourrir. Daniel Cordier a 19 ans lorsqu'il rejoint Londres en juillet 40. Nous étions venus, il y en avait qui étaient partis en sandales, il y en avait qui avaient 100 francs, il y en avait, moi, mes parents m'avaient donné un petit peu plus d'argent. Enfin bon, c'était pas du tout suffisant. Certains Français qui s'engagent ont un peu d'argent, de francs français, mais tout ça est très très misérable. Cantonnés dans des camps d'entraînement, les volontaires français sont, de fait, nourris par le gouvernement britannique. Qui va payer la note ? Anglais et Français entament des négociations de coopération d'où les clauses financières ne sont pas absentes. Toutes les dépenses engagées pour la constitution et l'entretien de la force française seront à la charge du gouvernement de Sa Majesté. Et dans ce bras de fer, le vieux lion britannique ouvre ses arrières. Les montants payés à ce titre sont considérés comme des avances remboursables à la fin des hostilités. Après un mois d'âpres discussions et de 6 ébauches de protocoles d'accord, supervisés par René Cassin, Churchill et de Gaulle signent le 7 août 1940 cet accord. Churchill tient de Gaulle par le porte-monnaie. À tout moment, le Premier ministre britannique pourrait couper les vivres au général français. Churchill est un véritable maître de guerre. Il crée lui-même le SOI, le Special Operation Executive, une force spéciale que Robert Maloubier, un jeune Français, intègre dès son arrivée en Angleterre. Jusque-là, la France n'avait absolument aucune ressource, pas plus que la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Yougoslavie, qui vous voulez. On dépendait intégralement d'un bailleur de fonds, d'un bailleur d'armes, d'un bailleur d'entraînement. C'était l'Empire britannique et Churchill. Grâce au soutien britannique, de Gaulle peut exister en tant que symbole de la France libre sur la scène mondiale. Et ce nouveau statut lui apporte de nouveaux financements. Le financement de la France libre a été pour partie assuré par des dons, des amis de la France consternés par l'effondrement de la France, par ce qu'on appelait la chute de la France, sont venus apporter au quartier général des bijoux, par exemple. Un Syrien est venu apporter un diamant qu'il estimait à 100 000 francs. Du monde entier, la diaspora française, mais aussi les amis de la France, envoient des dons de toutes sortes et de tout montant pour soutenir ce général qui ose continuer le combat pour libérer la France. Chèques de Français d'Amérique, du Canada, de Sierra Leone ou du Japon. Dons pour une ambulance de la Croix-Rouge, aux couleurs françaises.
don de 2 livres qu'une veuve fait parvenir. Une Française offre 1 louis et une alliance en or. À Shanghai, une collecte est organisée. Les patriotes sont d'une grande diversité. Un Chinois pour abattre le Boche. Un Tunisien. Un Ch'timi. Un Hollandais fier de son origine française. Un Français qui entend le rester. La France libre émet aussi des timbres qu'elle surtaxe et vend à des collectionneurs à l'international pour en tirer des ressources permettant d'échapper à la tutelle britannique. Une campagne de dons est organisée également pour un avion de combat Spitfire aux couleurs de la France libre et au nom du général de Gaulle. Même les soldes des jeunes volontaires sont mis à contribution. Lorsque, par exemple, un Français libre faisait une émission à la BBC, il recevait des honoraires de la BBC. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Et nous étions encouragés à en faire don à la Caisse de la France libre. Ce que certains faisaient. Enfin, j'ai encore une lettre du général de Gaulle me remerciant d'avoir versé les honoraires que j'ai reçus à la BBC, à la Caisse de la France libre. De l'autre côté de la Manche, en France, les Allemands sont chez eux et profitent des plaisirs de la capitale. Pour les Français, la musique est tout autre. Exode, carte de rationnement, pénurie, la France est étranglée. Et déjà, durant ces premiers mois, malgré les privations, certains Français vont trouver le moyen de refuser l'occupation. Marcel Larocque est l'un de ces résistants de la première heure. On a commencé la résistance sur la place Gambetta à Paris. Il y a un café et tous les soirs, avec 4-5 camarades, on se réunissait et on fabriquait des prospectus qu'on allait déposer dans les boîtes aux lettres. Ce sont d'abord de simples tracts, puis viennent les journaux, imprimés clandestinement. Les premiers mouvements de résistance se forment. Les plus connus, Combat franc-tireur, Libération Sud qui imprime son numéro 1 en juillet 41 et dont le titre est dessiné à la main par un de ses cadres, Raymond Aubrac. Le peu d'argent dont disposent les résistants passe dans le papier, les ronéos, l'encre, les filières de distribution. Résultat, au bout de quelques mois, ces héros anonymes ont souvent des trous aux chaussures et des crampes au ventre. La faim me tenaillait tout le temps, se souvient Jean-Pierre Lévy, chef de franc-tireur, qui maigrit de 11 kilos. Emmanuel Dastier de la Vigerie, du mouvement Libération Sud, écrira « Pendant 1 an et demi, l'organisation a vécu de mendicité, ce qui lui a donné une existence très misérable. » Et il faut se rendre compte que jusqu'à la fin de 1941, les mouvements de résistance ont vécu de la bienveillance et de la générosité de particuliers. Et ce qui ne pouvait plus suffire à partir du moment où ils ont pris de l'ampleur, où les journaux clandestins eux-mêmes sont devenus importants et donc coûteux à réaliser. Il était absolument nécessaire qu'il y ait un relais financier. Des relais financiers, les jeunes résistants en trouvent parfois auprès d'industriels sympathisants. Jean-Pierre Peugeot donne 3 millions de francs. Le journal, Défense de la France, reçoit un don de 100 000 francs de Marcel Lebon, patron de la compagnie du gaz et électricité. Mais les mécènes sont peu nombreux. Et résister coûte de plus en plus cher. On a besoin de faux papiers, de voitures, de planques. Les rangs des mouvements s'étoffent. Il faut toujours plus. À peine née, la résistance est en danger. Elle doit trouver un soutien au plus vite.
sous peine de disparaître sous les coups de la répression nazie. Peu de résistants connaissent alors l'existence de l'homme du 18 juin. À Londres, De Gaulle n'est pas mieux informé. Il ignore encore tout de cette résistance naissante. Au début de l'automne 1941, se produit une rencontre qui va bouleverser le destin de De Gaulle et l'avenir de la France. Le 24 octobre, le général reçoit un préfet révoqué par Vichy qui vient de rejoindre Londres, Jean Moulin. Le jeune fonctionnaire connaît les mouvements de résistance et leur détresse. Il appelle De Gaulle au secours. Les mouvements ont atteint aujourd'hui le palier maximum avec les moyens dont ils disposent. Sans un soutien moral, militaire et financier, la résistance naissante risque de s'effondrer. Quand Jean Moulin est arrivé, il est arrivé au moment où la résistance pouvait s'éteindre, ça pouvait disparaître. De Gaulle comprend tout de suite que s'il veut incarner la France en guerre, il doit avoir cette résistance intérieure derrière lui. Première urgence, la sauver de l'asphyxie financière. Un mois après sa première rencontre avec Jean Moulin, De Gaulle fait parachuter un premier émissaire en France avec 100 000 francs. Grâce à lui, les équipes de Libération Sud et francs-tireurs poursuivent leurs impressions clandestines. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Moulin subit un entraînement au parachutisme, au codage, aux règles de la clandestinité. Puis, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il traverse la Manche à bord d'un bimoteur. En survolant la France, Moulin a droit à une réception son et lumière de la part de la DCA allemande. Le pilote a fait une erreur de quelques secondes. Moulin est parachuté en Provence, à 15 km du point prévu. Moulin est le délégué personnel du général de Gaulle. Sa mission, unifier cette résistance disparate, la ranimer et la rallier à la France libre, dirigée par le général de Gaulle. Il va essayer de rallier les mouvements qui se sont constitués en France non occupée à ce moment-là, non seulement par sa force de conviction et par l'autorité que lui donne De Gaulle, mais aussi par le fait qu'il les finance. Jean Moulin rencontre successivement les chefs des principaux mouvements de zone sud. Henri Freinet de Combat, Emmanuel Dastier de Libération Sud, Jean-Pierre Lévy de Francs-Tireurs. Il va leur faire une proposition qu'ils vont avoir du mal à refuser. L'émissaire de De Gaulle a atterri avec 1,5 million de francs. Une manne pour les mouvements. Pour agir, il faut de l'argent. Emmanuel Dastier et Jean-Pierre Lévy acceptent l'argent de Moulin et tacitement la tutelle gaulliste. Les cadres du mouvement Combat hésitent. Chevance-Bertin écrit « La grande question, c'était de savoir si nous allions devenir gaullistes. C'est-à-dire si nous allions accepter les moyens financiers, les moyens de liaison, les directives. Si on voulait faire quelque chose d'important, il fallait accepter de se rattacher à Londres. » Finalement, Henri Freinet accepte et reçoit pour Combat immédiatement 250 000 francs. Et cette dépendance financière nourrit des frustrations. Freinet se sent floué. Il est à la tête du plus grand mouvement de résistance de zone sud. Officier d'active, organisateur né, meneur d'hommes, il ne supporte pas les ordres de Londres et la tutelle de Moulin. De plus, il est mis à l'écart de la direction d'une armée secrète en devenir qu'il a lui-même initiée. Pour le moment, il ne dit mot. Moulin, alias Rex, soutient financièrement également des syndicats clandestins. En novembre 1942, il rend compte dans un télégramme de ces négociations. Et profiter grève et résistance ouvrière pour négocier avec ex-CGT et promis mensualité 200 000 francs sous réserve primo de reconnaissance, général de Gaulle. En un mot, que l'on soit mouvement ou syndicat, pour être soutenu, il faut être gaulliste ou en voie de l'être. Grâce aux moyens que Moulin met à leur disposition, les mouvements développent leurs actions, rétribuent leurs agents permanents, se structurent. De la propagande, ils passent au sabotage et aux attentats.
Au mois de juillet 42, Moulin manque de fonds. Un jeune radio est parachuté en France. C'est Daniel Cordier qui lui apporte un complément de Londres. J'étais parachuté au mois de juillet, fin juillet, et donc là, alors je lui ai apporté le magot, parce que je lui ai apporté 2 millions en billets. Il a sorti l'argent qui était dans l'enveloppe, il m'a dit, bon ben, vous mettez ça dans un endroit où vous pourrez retirer là, tout ce que vous distribuez, donc trouvez une planque pour cet argent, et puis il m'a dit, ben, je vous expliquerai, demain je vous expliquerai ce que vous aurez à faire. Daniel Cordier devient le secrétaire particulier de Jean Moulin et l'assiste dans la distribution des fonds. Grâce à leur contact radio avec Londres, ils organisent l'acheminement de l'argent et de matériel en France. Le ciel reste la voie principale. Mais le largage de containers n'est pas une science exacte. Parfois, il tombe entre les mains des Allemands. Il arrive que les avions s'écrasent avec les millions de francs privant un réseau de la manne tant attendue. Une fois au sol, la distribution pose d'énormes difficultés. Les sommes d'argent liquide doivent circuler en terrain hostile. L'occupant contrôle, arrête, déporte. Les femmes risquent moins d'être fouillées et sont souvent utilisées comme convoyeuses. La résistante Émilienne Moreau, déjà décorée de la Croix de guerre en 17, simule une grossesse pour transporter les billets de banque. En cette fin 42, Jean Moulin est devenu le grand argentier de la résistance. Pour le général de Gaulle, l'argent remis au mouvement lui permet d'asseoir son autorité. Tous les espoirs sont permis. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord, en terre française. Les Anglo-Américains ne préviennent le général que 2 heures après le début des hostilités. De Gaulle, réveillé en pleine nuit, fulmine, on ne pénètre pas en France par effraction. Fureur de Gaulle qui aurait dit « J'espère bien que les Français d'Afrique du Nord vont les foutre à la mer ». Les Alliés s'installent en Afrique du Nord. Les Boches et leurs collaborateurs ont droit à une surprenante aide d'honneur. En Angleterre, loin du champ de bataille, De Gaulle est sur la touche. Il apparaît parfois aux actualités aux côtés de sa femme, comme un simple figurant, isolé et affaibli. Ce débarquement a révélé publiquement son plus grand problème, celui de sa légitimité face aux anglo-saxons. Alors De Gaulle réagit. 3 jours après le débarquement allié, il réunit les forces françaises libres au Royal Albert Hall pour les cérémonies du 11 novembre 1942. Le général sait qu'il a besoin de la reconnaissance des mouvements de résistance plus que jamais. Il n'oublie pas de leur rendre hommage. Nous savons bien quel développement énorme ont pris en France même nos vaillantes phalanges de combat, d'action, et qui s'appellent combat, libération, franc-tireur, avant-garde. Nous connaissons le nombre immense des Français et des Françaises qui nous attendent avec ferveur. De Gaulle compte sur les mouvements, car face à lui se dresse le plus puissant et le pire de ses alliés. Pour le président américain Franklin Roosevelt, De Gaulle est un aspirant dictateur et ne doit pas être le chef de la France libérée. Le candidat des Américains est un autre général. Capturé par les Allemands en 1940, il fut embastillé dans la forteresse de Königstein. Son nom, Henri Giraud. Image surprenante du général, en visite guidée par ses geôliers près de Dresde.
Giraud est un héros. Il a mis au point une évasion spectaculaire et rejoint la France puis l'Afrique du Nord. Adoubé par les Américains, il devient le commandant en chef civil et militaire des territoires d'Afrique libérés. En janvier 1943, en marge de la conférence de Casablanca, Churchill et Roosevelt veulent convaincre de Gaulle d'accepter une alliance avec Giraud. Mais les deux généraux français se détestent. Pour faire plaisir à Roosevelt, de Gaulle accepte bon gré mal gré la photo de famille. That's an historic moment. Want to do it again? Yes, if you please. Most of the men messed it up. All right. Okay. Voilà, c'est la guerre moderne, right? Roosevelt souhaiterait éliminer de Gaulle de l'échiquier politique. À Casablanca, les caméras américaines n'ont pas tout enregistré. On entendit ce dialogue édifiant entre Churchill et Roosevelt. « Qui paie la nourriture de Gaulle » demanda Roosevelt. « Eh bien, c'est nous » répondit Churchill. « Pourquoi ne pas lui couper les vivres » suggéra le président américain. De Gaulle est fragilisé. Si les Alliés arrêtent de le financer, la France combattante court à la faillite, au profit de Giraud, l'homme des Américains. Un mois plus tard, en février 1943, Jean Moulin quitte la France pour rejoindre l'Angleterre. Lorsqu'il apprend que les Alliés menacent de limiter leur versement à l'homme du 18 juin, Moulin télégraphie à son secrétaire Daniel Cordier le 22 février 1943 afin de limiter les dépenses. Pour Mouvement, même somme que janvier. Ce télégramme va avoir un effet dévastateur. Il parvient entre les mains de Daniel Cordier au moment où un événement va en 1943 bouleverser considérablement les besoins de la résistance intérieure. En février 1943, les Allemands, embourbés sur le front russe, imposent à Vichy le STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes Français nés entre 1920 et 1922 doivent partir travailler en Allemagne et participer de force à l'effort de guerre allemand. La majorité des jeunes concernés n'acceptent pas cette déportation du travail, à peine déguisée. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Marcel Larocque a rejoint un maquis en Dordogne. C'est à ce moment-là qu'on a formé les grands maquis. Et oui, parce qu'ils ne voulaient pas partir en Allemagne. C'est une époque où vous avez des dizaines de milliers de garçons qui sont partis avec des chaussures de ville, sans manteau, sans rien, dans les montagnes. Il faut les nourrir, il faut les habiller. Il faut essayer de les recruter pour la résistance, parce que ce ne sont pas des résistants. Ce sont des gens qui ne veulent pas partir en Allemagne. C'est pas du tout la même chose. Ils seront bientôt 200 000 réfractaires à vivre dans la clandestinité, dont environ 50 000 gagneront les maquis. Conséquence, les besoins des mouvements de résistance explosent. Devant l'affluence des volontaires, les chefs de mouvement lancent un appel pressant à Londres. Henri Freinet alias Neff écrit « Pouvons largement développer cet exode et créer groupe franc-tireur pour action immédiate. Demandons 2 millions mensuels et envoi massif armement. Réponse urgente. » Mais problème. À Londres, Moulin, alias Mercier, n'a pas encore saisi l'urgence de la situation. Jean Moulin, qui était à Londres, était absolument... Et il ne comprenait pas
les télégrammes que les chefs, que Dastier et que Freinet envoyaient à Londres, parce que c'était des télégrammes de menaces. Envoyez-nous tout de suite 1 million, 2 millions, 3 millions. Non, Jean Moulin était très content parce qu'il dit avec Cordier, je suis tranquille, il ne donnera pas un sou. Quand Henri Freinet et Emmanuel Dastier rencontrent Daniel Cordier pour obtenir des fonds supplémentaires, le jeune secrétaire obéit aux ordres de son patron et rétorque que les budgets n'augmenteront pas. Entre Cordier et les chefs de mouvement, la crise est terrible. Dastier, nous avons besoin de tout, d'argent, d'armes. Et Rex coupe les vivres, c'est trop. Freinet, c'est un crime. Veulent-ils assassiner la résistance? Rex veut nous avoir à sa botte. Il se trompe. Cordier se fait insulter. Ils essayaient de me terroriser, mais comme je savais que bon, j'étais le patron, enfin, pardonnez-moi, mais enfin, je veux dire, j'étais soutenu par le patron, je n'avais absolument aucune raison. Comme le magot, c'était moi qui l'avais, ils n'avaient pas du tout où ça se trouvait. Et j'ai commencé, le 2 mars, à envoyer les télégrammes à Moulin en disant « Mais il faut absolument donner de l'argent à ces gens. » Et tout d'un coup, ils ont compris. Le 11 mars 1943, Moulin autorise Cordier à distribuer à Dastier et Freinet 1 million de francs chacun pour les réfractaires. Cette opération vide les caisses. Mais c'est encore trop peu. Le 18 mars 1943, les dirigeants des mouvements de résistance rencontrent Cordier et l'assaillent à nouveau. Freinet, c'est une insulte aux combattants. Nous avons droit aux moyens de faire la guerre. Dastier ajoute, les bureaucrates de Londres font la loi. Ils nous conduisent au suicide. Ça a été une soirée terrible parce que c'était... Je me demande comment on n'a pas été tous arrêtés dans cette soirée. Ben, il y avait 10, 15 personnes, tout le monde hurlait, ils voulaient leur fric. Ben, je me demande... Enfin, évidemment, ça me protégeait, parce que s'ils me tuaient ou s'ils me blessaient, tout, ben, ils ne pouvaient plus rien obtenir. Quelques jours plus tard, Moulin revient enfin en France. Il se retrouve face à Freinet, qui laisse éclater sa colère. « Écoutez-moi bien. L'argent dont nous avons besoin pour vivre et combattre, jusque-là, vous nous l'avez donné. Je souhaite qu'il en soit encore ainsi demain. Si pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, vous nous le refusez, nous nous le procurerons quand même sans vous, et si nécessaire, contre vous. » Si Freinet est si sûr de lui face à Moulin, c'est qu'il a un joker dans sa manche. Un joker qui vaut son pesant de dollars. Tout commence quelques mois plus tôt. Les Américains, qui ont déjà un pied en Afrique du Nord, souhaiteraient avoir leur propre canot de renseignement militaire en France. Lorsqu'ils apprennent que les mouvements de résistance manquent de moyens, ils tentent une approche. Dans la capitale suisse, Allen Dulles, un des chefs de l'OSS, ancêtre de la CIA, rencontre des représentants du mouvement combat. Dulles leur propose un marché, de l'argent contre un double de tous les renseignements envoyés au quartier général de De Gaulle à Londres. Henri Freinet se laisse convaincre. L'OSS remet 1 million, puis 10 millions de francs à l'émissaire de combat. Jacques Baumel de Combat écrit « J'étais partagé entre la satisfaction réelle de pouvoir échapper à l'incertitude des versements mensuels de Moulin et le pressentiment que nous allions vers une crise majeure entre la France libre et nous. » Pour les Américains, cette entente secrète permet de récolter les informations essentielles pour préparer le futur débarquement. C'est probablement aussi l'occasion d'affaiblir De Gaulle terriblement. D'abord en entamant son monopole, déjà écorné par les agents de Churchill, sur les renseignements en provenance de la France occupée, mais également en détournant une partie de la résistance de la tutelle gaulliste. Si Allen Dulles y parvient, c'en est fini de l'homme du 18 juin. L'union tant recherchée par Moulin, tout risque de s'effondrer. De Gaulle se retrouvera seul. Une victoire pour Roosevelt et son protégé. L'offre américaine donne à Combat une bouffée d'oxygène. Pour Henri Freinet, c'est peut-être une revanche personnelle, après ce qu'il a pu ressentir comme des humiliations. Pendant plusieurs semaines, Combat fournit des renseignements au service secret américain, sans aucun incident. Ni Moulin, ni De Gaulle ne sont au courant.
Mais progressivement, des informateurs de la France libre les avertissent du double jeu. Moulin explose. Moulin d'abord, puis De Gaulle lui-même ont jugé que ça avait été une trahison. Et il est vrai que le monopole des informations militaires que la France libre apportait aux Anglais et aux Américains était un élément capital pour De Gaulle, qui le valorisait aux yeux des Anglais et qui renforçait son crédit et son autorité vis-à-vis des Anglais, qu'il rendait en quelque sorte, pensait-il, indispensable. Moulin réagit aussitôt. Au cours d'une réunion clandestine, le 28 avril 1943, il apostrophe Freinet. « Vous n'êtes pas libre de prendre contact avec les Américains sans me prévenir et de leur demander de l'argent, à Dieu sait quelles conditions. C'est un véritable coup de poignard dans le dos que vous donnez à De Gaulle. » Freinet fulmine. « Je vous interdis de dire cela. En réduisant nos budgets, vous avez voulu nous étrangler, comme vous avez étranglé les maquis qui vous appelaient à l'aide. Votre seule réponse à nos difficultés, c'est de réduire notre financement. » Moulin, ulcéré. « Prenez-vous De Gaulle pour une vache à lait ?» Je comprenais très très bien la position des résistants. Ils avaient besoin de l'argent. Londres, enfin nous disions Londres, ne leur donnait pas. Ben, les résistants allaient en chercher. C'était... Bon, j'avais rien à dire, mais enfin, ça me paraissait évident. Parce que si on voulait les garder, il fallait leur donner de l'argent. Jean Moulin n'a plus le choix. Il écrit d'urgence à De Gaulle. Que des sommes très importantes me soient versées rapidement pour que je puisse, en votre nom, attribuer au mouvement les sommes, sinon équivalentes, du moins assez sensiblement rapprochées de celles promises par les Américains. Le jour où l'on pourra dire que c'est vous, et non pas les Alliés qui finançaient la lutte contre la déportation, il est certain que la position du gaullisme en France sera renforcée d'autant. En 1942-43, l'argent est au centre de tous les rapports de force. De Gaulle finance la résistance intérieure pour mieux la contrôler. Les services secrets de Roosevelt rétribuent certains mouvements de résistance français pour le court-circuiter et le déstabiliser. Le chef du mouvement Combat, Henri Freinet, accepte l'argent américain pour préserver son autonomie face à De Gaulle. Tandis que Churchill, influencé par Roosevelt, réfléchit également à la manière dont il pourrait couper les crédits de la France libre. Tout au long de la guerre, l'argent est utilisé comme une arme politique. C'est un enjeu de pouvoir autant qu'un enjeu de survie. Finalement, De Gaulle s'en tire de justesse. L'opération, orchestrée par les Américains à partir de la Suisse, tourne court. Elle n'était pas du goût de leurs partenaires anglais. Churchill ne souhaitait pas voir les Américains perturber les relations privilégiées de l'Intelligence Service avec la résistance française. Il a été décidé que si les Américains apportaient des crédits par la Suisse, ces crédits devaient être remis aux représentants de la France libre et non pas à un mouvement isolément qui serait passé sous la coupe des Américains. Un mois plus tard, Jean Moulin parvient à créer le CNR, le Conseil national de la résistance, qui se réunit pour la première fois le 27 mai 1943, clandestinement, en plein centre de Paris. Cette véritable ébauche d'une représentation politique de la résistance rassemble des mouvements, des syndicats, des partis politiques. Tous reconnaissent le général de Gaulle comme le seul chef politique de la France combattante. C'est un tour de force. 3 jours plus tard, De Gaulle atterrit en terre française, à Alger. Le général Giraud l'accueille avec les honneurs. 6 mois après la poignée de main forcée de Casablanca, le rapport de force a changé. Les deux hommes coprésideront le CFLN, Comité français de la libération nationale, qui se veut l'embryon d'un véritable gouvernement en exil. Objectif, unifier l'effort de guerre français et préparer la libération. De Gaulle, plus fin politique, finira par l'emporter sur son rival. Mais il n'a pas le temps de savourer cette conquête. La guerre continue. Le général va encaisser 2 terribles chocs. Son plus fidèle compagnon, Jean Moulin, l'homme qui a unifié la résistance, est arrêté et torturé par la Gestapo en juin 1943. Il mourra des suites des sévices endurés.
Au même moment, à Londres, Churchill, poussé par Roosevelt, rompt l'accord financier du 7 août 40 et coupe tous ses crédits au service de la France combattante. Les deux dirigeants alliés n'ont pas supporté l'entrée en force de De Gaulle à Alger. Churchill a décidé qu'à partir du moment où le général de Gaulle partait pour Alger, il coupait le cordon ombilical financier, si je puis dire, et que la France libre, grâce à la fusion avec les forces d'Afrique, constituant un gouvernement, le Comité français de libération nationale à Alger, devenant un État, cet État n'avait qu'à se débrouiller financièrement. Ce qui était dramatique pour la résistance intérieure. Pour pallier la pénurie de liquidités, De Gaulle et le CFLN puisent dans les réserves des banques d'Algérie et du Maroc pour financer la résistance dans l'urgence. Je me souviens du retour d'André-Philippe d'Alger, revenu précipitamment en avion avec une valise contenant 60 millions pour qu'on puisse les parachuter à la résistance et assurer le financement de la résistance pour le mois d'août 43. Hiver 43. Même le ciel devient cruel. Durant 3 mois, le mauvais temps empêche tout parachutage allié vers la France. Des tonnes de matériel et plus de 77 millions de francs destinés aux résistants sont bloqués sur les aérodromes anglais. Sur place, en France, on brûle les dernières réserves. Chacun sait que dans le maquis, il est impossible de combattre sans armes et le ventre creux. Les maquisards dépensent leurs dernières économies et en sont réduits à mendier. Roger Ranoux combat alors dans un maquis de Corrèze. Pour manger, nous allions chez les gens demander s'ils pouvaient nous donner du pain, s'ils pouvaient nous donner ce qui était nécessaire. Il fallait de la viande, par exemple. On réquisitionnait des bêtes chez les gens. Vous avez 3 cochons, il faut en donner un. Vous avez 2 moutons, il faut en donner un, etc. J'ai une admiration, et je garde ce souvenir, pour ces paysans, cette paysannerie de Corrèze, relativement pauvres, c'était surtout les agriculteurs, et qui nous ont aidés, qui ont été merveilleux en ce qui concerne la résistance. Mais la population ne peut nourrir tous ces maquisards qui n'ont parfois plus rien pour subsister. Jacques Bingen, officier des services secrets gaullistes, se porte volontaire pour prendre la succession de Jean Moulin. Dès son arrivée en France, il tire la sonnette d'alarme. En janvier 1944, il envoie plusieurs télégrammes. Il n'y a pas d'argent pour le mois. L'état des fonds est effroyable. Les maquis devront rançonner la population et tous les militants sont scandalisés. La faim va transformer patriotes traqués en loups. Dans une ultime tentative pour convaincre les Britanniques d'expédier armes et argent, Bingen décide de réaliser un film sur la vie du maquis. Ici la France. La voix de Maurice Schumann, alors vedette à la BBC, accompagne le montage. Le film parvient à Londres en février 1944. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Mais regardons bien l'uniforme de leur garde à vous, des culottes rapiécées et trouées, des chaussettes trop minces, des souliers sans graisse, au cuir brûlé et prêts à se fendre. C'est avec ça qu'ils courent, qu'ils manœuvrent et qu'ils luttent. Ils n'ont pour se tenir chaud que la croix de Lorraine sur la poitrine. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Emmanuel Dastier fait tirer quelques photos du film. Elles illustrent un album imprimé en exemplaire unique à l'intention de Winston Churchill. Dastier joint une dédicace. À Monsieur Winston Churchill. Ces images du combat sur le sol de France. Ceux qui nous les ont envoyées vous sauront gré d'avoir entendu leur appel aux armes. Mais ces supplications ardentes n'accélèrent toujours pas les livraisons d'armes ni de vivres. Tous les chefs de la résistance appellent à l'aide. Il faut trouver une solution pour avoir des liquidités.
Alors pour ces résistants affamés, la défense de la patrie devient force de loi. Au cours de l'année 44, ils inventent une solution extrême, le hold-up patriotique. Nous avons vite pris le chemin des banques. On ne s'était pas gêné, on allait chercher l'argent dans les bureaux de poste. Ça permettait de ne pas dévaliser les gens. C'était de l'argent public. On portait tort à personne comme ça. On va au bureau de poste, on rentre, on se présente, voilà, c'est la résistance, il faut nous donner de l'argent. En général, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous voulez, les gens, ils donnent. Robert, il nous attendait. C'est pas compliqué. On n'avait pas besoin de forcer, hein. On n'y allait pas armé. Il savait que de temps en temps, on passait parce pour prendre de l'argent. Alors, volontiers, il nous donnait l'argent comme ça. Durant cette année 44, plusieurs milliers de ces hold-up patriotiques vont se produire en France. On les appelle pudiquement réquisitions ou prélèvements irréguliers. Dans la majorité des cas, les résistants laissent un simple bout de papier signé d'un pseudonyme, indiquant leur unité et le montant saisi, et qui permettront aux victimes, peut-être, de se faire rembourser à la libération. Alors là, des bons de réquisition, j'en ai fait en pagaille. Oh, des carnets complets de bons de réquisition. Mais qu'on distribuait à bon escient. À Villefranche, 2 millions sont dérobés. À Saint-Claude, le comptoir de la Banque de France est pillé 3 fois en moins de 3 semaines. Au total, 115 millions de francs sont réquisitionnés. Profitant de la confusion, des individus au passé trouble commettent des braquages crapuleux. À Annonay, le 19 juillet, 1,8 million sont dérobés. À Albi, 24 millions de francs sont pillés par des individus portant le brassard FFI qui ne remettent pas de bons de réquisition. Le 9 février 1944, en gare de Clermont-Ferrand, 1 milliard de francs est volé. Quelquefois, ces faux maquisards font des victimes. Le 19 mai 1944, la receveuse des postes de Mialet en Dordogne, Françoise Laroche, est tuée par ses agresseurs. Pour tous les vrais résistants, ces usurpateurs sont des criminels qui salissent l'honneur de la résistance. L'immense majorité des combattants agit sans aucune violence et sans appât du gain. Ce n'était pas des vols pour nous, c'était des réquisitions, parce que chaque fois que nous avons pris chez quelqu'un, nous avons fait un bon de réquisition, je le répète, et ces bons de réquisition ont été honorés à la libération. De Gaulle et son état-major s'accommodent de ce mode d'autofinancement de la résistance. Ils peuvent ainsi limiter l'envoi d'argent en France et se constituer une réserve. De Gaulle craint qu'après le débarquement en Normandie, les Américains ne s'imposent pour administrer les territoires libérés. Les Américains ont d'ailleurs déjà commencé à imprimer leur propre monnaie, les billets drapeaux. Ce sont des francs imprimés aux États-Unis, destinés à remplacer les francs français existants. Pour ne pas se faire doubler par les Américains, De Gaulle devra installer son administration le plus vite possible. Il faudra payer les fonctionnaires et disposer de liquidités. La bataille de l'argent continue. Quand le 6 juin 1944, les forces alliées attaquent les côtes de Normandie, le président Franklin Roosevelt espère toujours administrer la France libérée. Mais 8 jours plus tard, De Gaulle met le pied sur le sol de France après 4 ans d'exil. Il se rend à Bayeux, où il est accueilli triomphalement. Roosevelt comprend alors que De Gaulle a le soutien du peuple de France. Il va reconnaître de facto les nouvelles autorités françaises.
l'administration de la France par les Américains ne verra pas le jour. De Gaulle a gagné la partie. L'argent expédié de Londres que Moulin a injecté dans la résistance et les syndicats, les fonds récupérés par De Gaulle dans les banques des territoires libérés, l'autofinancement sur place par les réquisitions. Le nerf de la guerre n'a pas été absent du combat pour la libération nationale. Il a été pour De Gaulle un moyen nécessaire pour asseoir sa légitimité et celle des forces résistantes. Le territoire n'est cependant pas encore entièrement libéré. La bataille de France commence enfin. Après les avoir sous-estimés et presque ignorés pendant plusieurs mois, les Alliés ont besoin des résistants pour harceler l'occupant. Ils vont enfin livrer ce que la résistance française réclame depuis des mois. Dans les banlieues de Londres, d'immenses chaînes de montage fabriquent des obus d'un genre particulier. Dans chacun d'eux, l'Intelligence Service, mais aussi les services secrets français, dirigés par le colonel Passy, préparent les denrées tant attendues. Armes, explosifs, pharmacie, argent. Le ciel s'ouvre. 80% des parachutages se feront après le débarquement. Le largage des parachutes, alors là, c'était le bonheur. Quand on les voit descendre, ah bah c'est émouvant, oui. Dans le conteneur, il y avait généralement une grande boîte avec une croix, autant que je me souvienne, une croix dans laquelle on savait que c'était l'argent. On recevait 1 million ou 2 millions, ou une fois ça a été 4 millions d'ailleurs, je me souviens, qui tombaient du ciel à l'époque, sans contrepartie, sans papier, il n'y avait absolument aucune comptabilité. Pour le 14 juillet 1944, les forteresses volantes B-17 lancent des milliers de containers sur la France. Après 4 ans de pénurie, le recyclage devient pour les maquisards une seconde nature. Toutes les femmes s'étaient groupées. Elles ont fabriqué, avec les toiles de parachutage, un tas de chemises. Quand vous faites tomber 860 conteneurs et 860 parachutes, c'est-à-dire tous les gars étaient habillés en parachute et toutes les filles avaient les soutiens-gorge en parachute. Tout le monde était habillé en parachute en nylon. C'est un système D, bien sûr. On recevait des parachutages, mais les parachutages ne suffisaient pas. Et on était nombreux quand même dans le maquis. J'ai eu jusqu'à 1200 hommes. Eh bien, il fallait les nourrir. Depuis le débarquement allié, les rangs de la résistance enflent considérablement. Beaucoup d'opportunistes de la 25e heure se découvrent une âme de résistant. Et le nombre des réquisitions grimpe en flèche. C'est dans ces jours de fièvre de l'été 44 que le plus gros casse de l'histoire va se dérouler. Le 26 juillet 1944, le Périgueux-Bordeaux traverse la Dordogne. Dans l'un de ses wagons, une somme colossale destinée à la succursale de la Banque de France de Bordeaux. « 19h38, le train approche de la petite gare de Neuvic-sur-l'Île. 150 maquisards guettent le convoi. Les hommes le prennent d'assaut. Ils repèrent le wagon de la Banque de France et font ouvrir les portes. Gilbert Duchose, employé de la SNCF et membre des FFI, est là. Les milliards étaient gardés par 5 ou 6 policiers de Périgueux. Dès qu'on leur a dit haut les mêmes, ils ont levé les mêmes plus haut que le plafond parce qu'ils étaient pour nous. Alors, le capitaine Roland leur a pris le revolver
et il a tiré plusieurs balles dans la paroi du wagon. Il leur a dit, voilà, maintenant, vous vous êtes battus comme des héros. Le wagon contenant le magot est alors détaché du convoi et détourné vers une voie de garage. « 19h45, Boissière et Rougier, deux chauffeurs des FFI, approchent leurs deux camions à la gare de marchandises. Les hommes du groupe Franc-Roland transvasent la cargaison. Il y a 5 tonnes de billets de banque. Pendant ce temps, le lieutenant Raoul Christophe, chef FFI, qui contrôle l'opération, remplit un bon de réquisition qu'il remet au convoyeur. Bon de réquisition numéro 306. Nature de l'objet requis, coupure en 150 sacs. Sur le bon, le lieutenant Christophe écrit la valeur astronomique du casse. 2 280 millions et 1500 francs. Pourquoi 1500 francs? Christophe, consciencieux, n'oublie pas de comptabiliser le prix des 150 sacs à 10 francs pièce, soit 1500 francs, qu'il ajoute à la somme saisie. Il date et inscrit son pseudonyme, lieutenant Cricri, de l'état-major FFI de la Dordogne. « 20h15. Fin du transbordement. Le train récupère son wagon et reprend sa route. Il pèse 5 tonnes de moins. » Et ils sont partis, les deux camions chargés, à bloc, des sacs de jute de la Banque de France. Ils ont pris un virage à toute vitesse à la barrière de Neuvic. Ils ont tombé 2 sacs. Et moi, j'étais là, je leur ai crié, mais vous avez tombé 2 sacs, les gars. Alors, ils ont freiné, ils ont rechargé ces 2 sacs qui sont tombés, qui représentaient déjà une fortune, comme 2 sacs de pommes de terre, et ils sont repartis. Et ces sacs en camion ont été emmenés à la commune de Cendrieux. Cendrieux, c'est pas loin de Périgueux. C'est là où nous avions formé un état-major militaire. Les 150 sacs parviennent vers 23h au quartier général des FFI. Au début, certains maquisards pensent que ce sont des sacs de farine. Les résistants, heureux, prennent le temps d'immortaliser ce moment. Scène irréelle. Sur cette photographie unique, les résistants sont assis sur 2 280 millions de francs. L'équivalent d'environ 400 millions d'euros. Ils viennent de réaliser le plus gros casse de l'histoire pour libérer la France. Le préfet du maquis, Maxime Roux, se charge de la répartition. Tous ceux qui ont participé à l'opération ont eu 1000 francs, je crois que c'était, ça représentait 1 mois de salaire de l'époque de récompense. On était tous éblouis, bien sûr, mais il a eu la sagesse, on peut dire, de dire il faut planquer ces sacs. Et alors, on lui a fait confiance, bien sûr. Il connaissait, dans le sud du département, plusieurs emplacements, des fermes, des instituteurs, etc. Et il a fait placer ces sacs. Nos camarades de l'armée secrète ont caché cet argent et ont fait 17 dépôts dans des familles paysannes ou autres, enfin chez des gens, il y avait 17 dépôts. Grâce à ce trésor de guerre, les résistants de Dordogne vont tenir leur parole. Certaines réquisitions sont en voie de remboursement. André Audru, résistant en Corrèze, raconte: un jour d'août, le commissaire interrégional aux effectifs m'apporte 9 paquets de 1000 billets de 1000 francs. 9 millions. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Ils proviennent du fameux fourgon de la Banque de France.
je procède à une première répartition avec consignes précises. Honorer les fameux bons de réquisition que depuis des mois nos maquisards remettent aux paysans en paiement du bétail et autres fournitures alimentaires. Pour le reste, cet argent va nous permettre de verser enfin une solde à nos FTP et surtout des allocations familiales à leurs familles. Je demande de tenir méticuleusement les registres. Maintenant, il faut des comptables. Signe des temps. Un mois plus tard, à la fin du mois d'août 44, Paris est libéré. Les Américains défilent sur les Champs-Élysées avant de repartir avec ce que De Gaulle appellera leur fausse monnaie. La joie est éphémère. Libération rime avec épuration, règlement de compte, puis le règlement des comptes. Le pays est exsangue. Le plus gros casse de la guerre a été commis par l'occupant. Le montant total de ce qui a été envoyé à la résistance et de ce que les résistants ont prélevé, qui doit faire 8 à 10 milliards au total, était une somme modique en comparaison de, par exemple, de l'exigence des frais d'occupation. Ça représentait 3 semaines d'indemnité d'occupation payée aux Allemands. C'était relativement peu de choses. Et Mendes France disait que le financement de la France libre avait coûté moins cher que l'exposition internationale de 1937. Comme prévu dans les accords du 7 août 1940, les Britanniques sont remboursés des 6 milliards de francs qu'ils avaient avancés à la France libre. Mais les comptes de la résistance intérieure sont plus opaques. Il demeure des trous dans la caisse. Où sont passés les milliards? Alors qu'une partie des FFI intègre progressivement l'armée régulière, l'argent de la résistance focalise encore toutes les attentions. Le casse de Neuvic interpelle l'opinion. 2 milliards 280 millions de francs en 5 tonnes de billets de banque. Cela ne s'égare pas si facilement. Dès le mois d'octobre 1944, le nouveau ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, ordonne la restitution des sommes saisies au nom de la sauvegarde du prestige acquis par les organisations de résistance. Mais les restitutions ne sont guère nombreuses. La Banque de France ne porte même pas plainte. Elle a été intégralement remboursée par l'État. De Gaulle, alors à la tête du gouvernement provisoire, ne peut tolérer ces abus. Lui qui tient ses comptes avec tant de rigueur, dont le moindre pourboire fait l'objet d'un reçu, dont les frais de bouche ont été si soigneusement répertoriés, dont la moindre facture de blanchisserie a été si minutieusement conservée, ne peut accepter le flou qui entoure l'argent des maquis. Il ordonne une enquête dont les conclusions ne seront jamais rendues publiques. En janvier 1946, le général quitte le pouvoir sans avoir fait la lumière sur les sommes disparues. Le pays a raté l'occasion de solder les comptes au grand jour. La politique du silence entretient les rumeurs les plus folles. Il est de bon ton de soupçonner ceux qui se sont subitement enrichis. On s'en est aperçu parce que même à Périgueux, il y a eu des commerces qui se sont agrandis, qui se sont développés. On disait, bah, c'est pas pour rien que les millions ont dû servir à quelque chose comme ça. Mais enfin, on n'accusait personne parce qu'on n'avait pas de preuves. On dit que les gens sont enrichis. Moi, écoutez, j'en doute un peu. Je ne connais pas de chef de réseau qui ait ramassé des sous et qui ait fait fortune après-guerre, sinon ça se sent. Que sont devenus les milliards? Eh bien, écoutez, j'en ai pas gardé pour moi. Je peux vous le dire. De mémoire d'homme, l'argent a toujours alimenté les pires fantasmes. Après la guerre,
il va servir à dénigrer de grandes figures de la résistance. Le colonel de Wavrin, alias Passy, chef des services secrets gaullistes, est suspecté d'avoir détourné des fonds destinés à la résistance. Il sera contraint à la démission. Georges Guingouin, chef des FFI de la Haute-Vienne, premier maquisard de France, sera exclu du Parti communiste en novembre 1952 pour activité fractionnelle. Certains laissent entendre qu'il aurait profité du trésor de Neuvic. Le soupçon touchera même André Malraux, alias colonel Berger, qui sera soupçonné d'avoir détourné la rançon de 4 millions de francs destinée à le faire libérer. Mais au milieu de toutes ces victimes du règlement de compte, il y a parfois de vrais escrocs, comme André Crétois, dont le nom apparaît dans la ventilation du casse de Neuvic. Il se voit remettre la somme astronomique de 500 millions de francs. Il en détourne une portion pour son compte et sera jugé et condamné. Mais Crétois a eu le temps de remettre une partie de la somme au MLN, le Mouvement de Libération Nationale, une fédération de mouvements de résistance dont il est le trésorier. Alors que la guerre n'est pas encore terminée, les mouvements de résistance ambitionnent de se transformer en formation politique et de participer à la reconstruction. Une partie de l'argent détourné leur servira à tenter ce pari. Ce fut en quelque sorte un financement occulte des partis politiques avant l'heure. Mais ces affaires ont laissé des traces. Elles ont été instrumentalisées. Dans les années 50, dans le contexte de l'amnistie d'ex-collaborateurs, les nostalgiques du régime de Vichy vont utiliser ces excès commis dans la fièvre de la libération pour tenter de dénigrer la résistance tout entière. Après l'avoir aidé à remporter la victoire, l'argent de la résistance aura servi à la salir, faisant des finances de l'armée des ombres l'un des derniers tabous de l'occupation. Qui serait passé sous la coupe des Américains. Un mois plus tard, Jean Moulin parvient à créer le CNR, le Conseil national de la résistance, qui se réunit pour la première fois le 27 mai 1943, clandestinement, en plein centre de Paris. Cette véritable ébauche d'une représentation politique de la résistance rassemble des mouvements, des syndicats, des partis politiques. Tous reconnaissent le général de Gaulle comme le seul chef politique de la France combattante. C'est un tour de force. 3 jours plus tard, de Gaulle atterrit en terre française, à Alger. Le général Giraud l'accueille avec les honneurs. 6 mois après la poignée de main forcée de Casablanca, le rapport de force a changé. Les deux hommes coprésideront le CFLN, Comité français de la libération nationale, qui se veut l'embryon d'un véritable gouvernement en exil. Objectif : unifier l'effort de guerre français et préparer la libération. De Gaulle, plus fin politique, finira par l'emporter sur son rival. Mais il n'a pas le temps de savourer cette conquête. La guerre continue. Le général va encaisser 2 terribles chocs. Son plus fidèle compagnon, Jean Moulin, l'homme qui a unifié la résistance, est arrêté et torturé par la Gestapo en juin 1943. Il mourra des suites des sévices endurés. Au même moment, à Londres,
Churchill, poussé par Roosevelt, rompt l'accord financier du 7 août 40 et coupe tous ses crédits au service de la France combattante. Les deux dirigeants alliés n'ont pas supporté l'entrée en force de Gaulle à Alger. Churchill a décidé qu'à partir du moment où le général de Gaulle partait pour Alger, il coupait le cordon ombilical financier, si je puis dire, et que la France libre, grâce à la fusion avec les forces d'Afrique, constituant un gouvernement, le Comité français de la libération nationale à Alger, devenant un État, cet État n'avait qu'à se débrouiller financièrement. Ce qui était dramatique pour la résistance intérieure. Pour pallier la pénurie de liquidités, De Gaulle et le CFLN puisent dans les réserves des banques d'Algérie et du Maroc pour financer la résistance dans l'urgence. Je me souviens du retour d'André-Philippe d'Alger, revenu précipitamment en avion avec une valise contenant 60 millions pour qu'on puisse les parachuter à la résistance et assurer le financement de la résistance pour le mois d'août 43. Hiver 43. Même le ciel devient cruel. Durant 3 mois, le mauvais temps empêche tout parachutage allié vers la France. Jo donne 3 millions de francs. Le journal, Défense de la France, reçoit un don de 100 000 francs de Marcel Lebon, patron de la compagnie du gaz et électricité. Mais les mécènes sont peu nombreux. Et résister coûte de plus en plus cher. On a besoin de faux papiers, de voitures, de planques. Les rangs des mouvements s'étoffent. Il faut toujours plus. À peine née, la résistance est en danger. Elle doit trouver un soutien au plus vite, sous peine de disparaître sous les coups de la répression nazie. Peu de résistants connaissent alors l'existence de l'homme du 18 juin. À Londres, De Gaulle n'est pas mieux informé. Il ignore encore tout de cette résistance naissante. Au début de l'automne 1941, se produit une rencontre qui va bouleverser le destin de Gaulle et l'avenir de la France. Le 24 octobre, le général reçoit un préfet révoqué par Vichy qui vient de rejoindre Londres, Jean Moulin. Le jeune fonctionnaire connaît les mouvements de résistance et leur détresse. Il appelle De Gaulle au secours. Les mouvements ont atteint aujourd'hui le palier maximum avec les moyens dont ils disposent. Sans un soutien moral, militaire et financier, la résistance naissante risque de s'effondrer. Quand Jean Moulin est arrivé, il est arrivé au moment où la résistance pouvait s'éteindre, ça pouvait disparaître. De Gaulle comprend tout de suite que s'il veut incarner la France en guerre, il doit avoir cette résistance intérieure derrière lui. Première urgence, la sauver de l'asphyxie financière. Un mois après sa première rencontre avec Jean Moulin, De Gaulle fait parachuter un premier émissaire en France avec 100 000 francs. Grâce à lui, les équipes de Libération Sud et francs-tireurs poursuivent leurs impressions clandestines. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Moulin subit un entraînement au parachutisme, au codage, aux règles de la clandestinité. Puis, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il traverse la Manche à bord d'un bimoteur. En survolant la France, Moulin a droit à une réception son et lumière de la part de la DCA allemande. Le pilote a fait une erreur de quelques secondes. Moulin est parachuté en Provence, à 15 km du point prévu. Moulin est le délégué personnel du général de Gaulle. Sa mission, unifier cette résistance disparate, la ranimer. Personne, parce qu'on n'avait pas de preuves. On dit que les gens sont enrichis. Moi, écoutez, j'en doute un peu. Je ne connais pas de chef de réseau qui ait ramassé des sous et qui ait fait fortune après-guerre, sinon ça se sent. Que sont devenus les milliards? Eh bien, écoutez, j'en ai pas gardé pour moi. Je peux vous le dire. De mémoire d'homme, l'argent a toujours alimenté les pires fantasmes. Après la guerre, il va servir à dénigrer de grandes figures de la résistance.
le colonel de Wavrin, alias Passy, chef des services secrets gaullistes, est suspecté d'avoir détourné des fonds destinés à la résistance. Il sera contraint à la démission. Georges Guingouin, chef des FFI de la Haute-Vienne, premier maquisard de France, sera exclu du Parti communiste en novembre 1952 pour activité fractionnelle. Certains laissent entendre qu'il aurait profité du trésor de Neuvic. Le soupçon touchera même André Malraux, alias colonel Berger, qui sera soupçonné d'avoir détourné la rançon de 4 millions de francs destinée à le faire libérer. Mais au milieu de toutes ces victimes de règlement de compte, il y a parfois de vrais escrocs, comme André Crétois, dont le nom apparaît dans la ventilation du casse de Neuvic. Il se voit remettre la somme astronomique de 500 millions de francs. Il en détourne une portion pour son compte et sera jugé et condamné. Mais Crétois a eu le temps de remettre une partie de la somme au MLN, le Mouvement de Libération Nationale, une fédération de mouvements de résistance dont il est le trésorier. Alors que la guerre n'est pas encore terminée, les mouvements de résistance ambitionnent de se transformer en formation politique et de participer à la reconstruction. Une partie de l'argent détourné leur servira à tenter ce pari. Ce fut en quelque sorte un financement occulte des partis politiques avant l'heure. Mais ces affaires ont laissé des traces. Elles ont été instrumentalisées. Dans les années 50, dans le contexte de l'amnistie d'ex-collaborateurs, les nostalgiques du régime de Vichy vont utiliser ces excès commis dans la fièvre de la libération pour tenter de dénigrer la résistance tout entière. Après l'avoir aidé à remporter la victoire, l'argent de la résistance aura servi à la salir, faisant des finances de l'armée des ombres l'un des derniers tabous de l'occupation. Les Français parlent aux Français. Et nous étions encouragés à en faire don à la Caisse de la France libre. Ce que certains faisaient. Enfin, j'ai encore une lettre du général de Gaulle me remerciant d'avoir versé les honoraires que j'ai reçus à la BBC, à la Caisse de la France libre. De l'autre côté de la Manche, en France, les Allemands sont chez eux et profitent des plaisirs de la capitale. Pour les Français, la musique est tout autre. Exode, carte de rationnement, pénurie, la France est étranglée. Et déjà, durant ces premiers mois, malgré les privations, certains Français vont trouver le moyen de refuser l'occupation. Marcel Larocque est l'un de ces résistants de la première heure. On a commencé la résistance sur la place Gambetta à Paris. Il y a un café et tous les soirs, avec 4-5 camarades, on se réunissait et on fabriquait des prospectus qu'on allait déposer dans les boîtes aux lettres. Ce sont d'abord de simples tracts, puis viennent les journaux, imprimés clandestinement. Les premiers mouvements de résistance se forment. Les plus connus, Combat franc-tireur, Libération Sud qui imprime son numéro 1 en juillet 41 et dont le titre est dessiné à la main par un de ses cadres, Raymond Aubrac. Le peu d'argent dont disposent les résistants passe dans le papier, les ronéos, l'encre, les filières de distribution. Résultat, au bout de quelques mois, ces héros anonymes ont souvent des trous aux chaussures et des crampes au ventre. La faim me tenaillait tout le temps, se souvient Jean-Pierre Lévy, chef de franc-tireur, qui maigrit de 11 kilos. Emmanuel Dastier de la Vigerie, du mouvement Libération Sud, écrira « Pendant 1 an et demi, l'organisation a vécu de mendicité, ce qui lui a donné une existence très misérable. » Et il faut se rendre compte que jusqu'à la fin de 1941,
les mouvements de résistance ont vécu de la bienveillance et de la générosité de particuliers. Et ce qui ne pouvait plus suffire à partir du moment où ils ont pris de l'ampleur, où les journaux clandestins eux-mêmes sont devenus importants et donc coûteux à réaliser. Il était absolument nécessaire. Ce n'était pas des vols pour nous, c'était des réquisitions, parce que chaque fois que nous avons pris chez quelqu'un, nous avons fait un bon de réquisition, je le répète, et ces bons de réquisition ont été honorés à la Libération. De Gaulle et son état-major s'accommodent de ce mode d'autofinancement de la résistance. Ils peuvent ainsi limiter l'envoi d'argent en France et se constituer une réserve. De Gaulle craint qu'après le débarquement en Normandie, les Américains ne s'imposent pour administrer les territoires libérés. Les Américains ont d'ailleurs déjà commencé à imprimer leur propre monnaie, les billets drapeaux. Ce sont des francs imprimés aux États-Unis, destinés à remplacer les francs français existants. Pour ne pas se faire doubler par les Américains, De Gaulle devra installer son administration le plus vite possible. Il faudra payer les fonctionnaires et disposer de liquidités. La bataille de l'argent continue. Quand le 6 juin 1944, les forces alliées attaquent les côtes de Normandie, le président Franklin Roosevelt espère toujours administrer la France libérée. Mais 8 jours plus tard, De Gaulle met le pied sur le sol de France après 4 ans d'exil. Il se rend à Bayeux, où il est accueilli triomphalement. Roosevelt comprend alors que De Gaulle a le soutien du peuple de France. Il va reconnaître de facto les nouvelles autorités françaises. L'administration de la France par les Américains ne verra pas le jour. De Gaulle a gagné la partie. L'argent expédié de Londres que Moulin a injecté dans la résistance et les syndicats, les fonds récupérés par De Gaulle dans les banques des territoires libérés, l'autofinancement sur place par les réquisitions. Le nerf de la guerre n'a pas été absent du combat pour la libération nationale. Il a été pour De Gaulle un moyen nécessaire pour asseoir sa légitimité et celle des forces résistantes. Le territoire n'est cependant pas encore entièrement libéré. La bataille de France commence enfin. Après les avoir sous-estimés et presque ignorés pendant plusieurs mois, les Alliés ont besoin des résistants pour harceler l'occupant. Ils vont enfin livrer ce que la résistance française réclame depuis des mois. Dans les banlieues de Londres, d'immenses chaînes de montage fabriquent des obus d'un genre particulier. Dans chacun d'eux, l'Intelligence Service, mais aussi les services secrets français, dirigés par le colonel Passy, préparent les denrées tant attendues. Armes, explosifs, pharmacie, argent. Bon ton de soupçonner ceux qui se sont subitement enrichis. On s'en est aperçu parce que même à Périgueux, il y a eu des commerces qui se sont agrandis, qui se sont développés. On disait, bah, c'est pas pour rien que les millions ont dû servir à quelque chose comme ça. Mais enfin, on n'accusait personne parce qu'on n'avait pas de preuves. On dit que les gens sont enrichis. Moi, écoutez, j'en doute un peu. Je ne connais pas de chef de réseau qui ait ramassé des sous et qui ait fait fortune après-guerre, sinon ça se sent. Que sont devenus les milliards? Eh bien, écoutez, j'en ai pas gardé pour moi. Je peux vous le dire. De mémoire d'homme, l'argent a toujours alimenté les pires fantasmes. Après la guerre, il va servir à dénigrer de grandes figures de la résistance. Le colonel de Wavrin, alias Passy, chef des services secrets gaullistes, est suspecté d'avoir détourné des fonds destinés à la résistance. Il sera contraint à la démission. Georges Guingouin, chef des FFI de la Haute-Vienne, premier maquisard de France, sera exclu du Parti communiste en novembre 1952 pour activité fractionnelle. Certains laissent entendre qu'il aurait profité du trésor de Neuvic. Le soupçon touchera même André Malraux, alias colonel Berger,
qui sera soupçonné d'avoir détourné la rançon de 4 millions de francs destinée à le faire libérer. Mais au milieu de toutes ces victimes de règlement de compte, il y a parfois de vrais escrocs, comme André Crétois, dont le nom apparaît dans la ventilation du cas de Neuvic. Il se voit remettre la somme astronomique de 500 millions de francs. Il en détourne une portion pour son compte et sera jugé et condamné. Mais Crétois a eu le temps de remettre une partie de la somme au MLN, le Mouvement de Libération Nationale, une fédération de mouvements de résistance dont il est le trésorier. Alors que la guerre n'est pas encore terminée, les mouvements de résistance ambitionnent de se transformer en formation politique et de participer à la reconstruction. Une partie de l'argent détourné leur servira à tenter ce pari. Ce fut en quelque sorte un financement occulte des partis politiques avant l'heure. Mais ces affaires ont laissé des traces. Elles ont été instrumentalisées. Dans les années 50, dans le contexte de l'amnistie d'ex-collaborateurs, les nostalgiques du régime de Vichy vont utiliser ces excès commis dans la fièvre de la libération. Important et donc coûteux à réaliser. Il était absolument nécessaire qu'il y ait un relais financier. Des relais financiers, les jeunes résistants en trouvent parfois auprès d'industriels sympathisants. Jean-Pierre Peugeot donne 3 millions de francs. Le journal Défense de la France reçoit un don de 100 000 francs de Marcel Lebon, patron de la compagnie du gaz et électricité. Mais les mécènes sont peu nombreux. Et résister coûte de plus en plus cher. On a besoin de faux papiers, de voitures, de planques. Les rangs des mouvements s'étoffent. Il faut toujours plus. À peine née, la résistance est en danger. Elle doit trouver un soutien au plus vite, sous peine de disparaître sous les coups de la répression nazie. Peu de résistants connaissent alors l'existence de l'homme du 18 juin. À Londres, De Gaulle n'est pas mieux informé. Il ignore encore tout de cette résistance naissante. Au début de l'automne 1941, se produit une rencontre qui va bouleverser le destin de De Gaulle et l'avenir de la France. Le 24 octobre, le général reçoit un préfet révoqué par Vichy qui vient de rejoindre Londres, Jean Moulin. Le jeune fonctionnaire connaît les mouvements de résistance et leur détresse. Il appelle De Gaulle au secours. Les mouvements ont atteint aujourd'hui le palier maximum avec les moyens dont ils disposent. Sans un soutien moral, militaire et financier, la résistance naissante risque de s'effondrer. Quand Jean Moulin est arrivé, il est arrivé au moment où la résistance pouvait s'éteindre, ça pouvait disparaître. De Gaulle comprend tout de suite que s'il veut incarner la France en guerre, il doit avoir cette résistance intérieure derrière lui. Première urgence, la sauver de l'asphyxie financière. Un mois après sa première rencontre avec Jean Moulin, De Gaulle fait parachuter un premier émissaire en France avec 100 000 francs. Grâce à lui, les équipes de Libération Sud et francs-tireurs poursuivent leurs impressions clandestines. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Moulin subit un entraînement au parachutisme, au codage, aux règles de la clandestinité. Puis, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il traverse la Manche à bord d'un bimoteur. En survolant la France, Moulin a droit à une réception son et lumière de la part de la DCA allemande. Le pilote a fait une erreur de quelques secondes. Moulin il faut tout inventer, et cela coûte cher. Il faut acheter des enveloppes, des timbres, mais aussi des tampons des différentes échelles du secret que l'on teste au dos du reçu. Tous les justificatifs sont scrupuleusement conservés, vérifiés, pointés. Télégramme, salaire du chauffeur, pourboire. Mais aussi cette facture de 353 livres pour une couronne de fleurs lors des cérémonies du 11 novembre 1940 au nom des combattants de la France libre ou occupée. Signé René Cassin.
Pierre Denis, alias Rosan, lance même une enquête pour savoir qui a passé la commande exorbitante de 1000 insignes émaillés or. Il est obligé d'emprunter pour régler la facture. Les fonds manquent. Les moyens sont dérisoires et c'est seulement courant juillet que, de façon empirique, le gouvernement anglais donne instruction à la Banque d'Angleterre d'aligner 500 livres sterling sur le compte du général de Gaulle. Et à plusieurs reprises, en juillet et en août, c'est donc des avances de la Banque d'Angleterre qui permettent au général de Gaulle de survivre. Grâce à ces premiers versements, de Gaulle peut faire des cadeaux diplomatiques. Comme ces cigares, certainement pour Churchill. Ou ce bouquet de fleurs, pour sa femme. Et puis le général a des frais. Il fume cigarette sur cigarette. We came from France to England in 30 hours, and we are very glad to be here and to see the first minister, Mr. Churchill. Vive le général de Gaulle. En ce début d'été 1940, l'appel du général a été peu entendu. Malgré tout, ils sont des centaines de jeunes soldats ou civils à débarquer en Angleterre pour rejoindre les rangs des forces françaises libres. Le problème, c'est que de Gaulle n'a pas un sou pour les équiper, pour les armer et même pour les nourrir. Daniel Cordier a 19 ans lorsqu'il rejoint Londres en juillet 40. Nous étions venus, il y en avait qui étaient partis en sandales, il y en avait qui avaient 100 francs, il y en avait, moi, mes parents m'avaient donné un petit peu plus d'argent, mais enfin bon, c'était pas du tout suffisant. Certains Français qui s'engagent ont un peu d'argent, de francs français, mais tout ça est très très misérable. Cantonnés dans des camps d'entraînement, les volontaires français sont, de fait, nourris par le gouvernement britannique, qui Dordogne. Le plus gros casse de l'histoire est en train de se dérouler. Un train est arrêté par 150 hommes armés. Le butin, 2 280 millions de francs. Qui sont les hommes qui prennent d'assaut ce convoi? Des Allemands? Des brigands? Non. Ils sont membres des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Autrement dit, ce sont des résistants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'orage, comment la résistance s'est-elle financée? De Gaulle à Londres, avait-il des ressources financières? D'où venait l'argent de la résistance? D'emprunts? De braquage? L'argent a été au cœur de la bataille de France. La guerre, c'est avant tout une histoire d'argent. Quand les soldats allemands investissent la capitale française en juin 1940, ils ne se contentent pas de faire claquer leurs bottes ferrées sur le pavé parisien. Ils vont surtout s'accaparer toutes les richesses du pays. L'argent revient aux vainqueurs. C'est bien le problème du général de Gaulle. Tout juste débarqué à Londres, celui qui a décidé de continuer le combat contre l'envahisseur allemand est sans ressources. En pleine débâcle, le président du Conseil lui a remis 100 000 francs en liquide, puisés dans les fonds secrets. C'est tout. Aux premiers hommes qui répondent à son appel, de Gaulle confie « Je n'ai ni fonds, ni troupes. Je ne sais pas où est ma famille. Nous commençons à zéro. » De Gaulle est seul, ou presque. « Puisque vous êtes tout seul, je vous reconnais tout seul. » lui lance Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Le soutien du vieux lion apporte à de Gaulle l'inconnu une reconnaissance politique indispensable. Mais il ne remplit pas les caisses. Jean-Louis Crémieux-Briac est un des jeunes Français qui a rejoint Londres.
De Gaulle, dès qu'il est reconnu par Churchill comme chef des Français libres, s'installe pour 3 semaines provisoirement sur les quais de la Tamise, dans un immeuble St. Stephen's House. Et il recrute très rapidement un homme qui a une expérience de la... Depuis le débarquement allié, les rangs de la résistance enflent considérablement. Beaucoup d'opportunistes de la 25e heure se découvrent une âme de résistant. Et le nombre des réquisitions grimpe en flèche. C'est dans ces jours de fièvre de l'été 44 que le plus gros casse de l'histoire va se dérouler. Le 26 juillet 1944, le Périgueux-Bordeaux traverse la Dordogne. Dans l'un de ses wagons, une somme colossale destinée à la succursale de la Banque de France de Bordeaux. « 19h38, le train approche de la petite gare de Neuvic-sur-l'Île. 150 maquisards guettent le convoi. Les hommes le prennent d'assaut. Ils repèrent le wagon de la Banque de France et font ouvrir les portes. Gilbert Duchose, employé de la SNCF et membre des FFI, est là. Les milliards étaient gardés par 5 ou 6 policiers de Périgueux. Dès qu'on leur a dit haut les mains, ils ont levé les mains plus haut que le plafond parce qu'ils étaient pour nous. Alors, le capitaine Roland leur a pris le revolver et il a tiré plusieurs balles dans la paroi du wagon. Il leur a dit, voilà, maintenant, vous vous êtes battus comme des héros. Le wagon contenant le magot est alors détaché du convoi et détourné vers une voie de garage. « 19h45, Boissière et Rougier, 2 chauffeurs des FFI, approchent leurs 2 camions à la gare de marchandises. Les hommes du groupe Franc-Roland transvasent la cargaison. Il y a 5 tonnes de billets de banque. Pendant ce temps, le lieutenant Raoul Christophe, chef FFI, qui contrôle l'opération, remplit un bon de réquisition qu'il remet au convoyeur. Bon de réquisition numéro 306. Nature de l'objet requis, coupure en 150 sacs. De l'orage, comment la résistance s'est-elle financée? De Gaulle à Londres, avait-il des ressources financières? D'où venait l'argent de la résistance? D'emprunts? De braquage? L'argent a été au cœur de la bataille de France. La guerre, c'est avant tout une histoire d'argent. Quand les soldats allemands investissent la capitale française en juin 1940, ils ne se contentent pas de faire claquer leurs bottes ferrées sur le pavé parisien. Ils vont surtout s'accaparer toutes les richesses du pays. L'argent revient aux vainqueurs. C'est bien le problème du général de Gaulle. Tout juste débarqué à Londres, celui qui a décidé de continuer le combat contre l'envahisseur allemand est sans ressources. En pleine débâcle, le président du Conseil lui a remis 100 000 francs en liquide, puisés dans les fonds secrets. C'est tout. Aux premiers hommes qui répondent à son appel, de Gaulle confie « Je n'ai ni fonds, ni troupes. Je ne sais pas où est ma famille. Nous commençons à zéro. » De Gaulle est seul, ou presque. « Puisque vous êtes tout seul, je vous reconnais tout seul », lui lance Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Le soutien du vieux lion apporte à de Gaulle l'inconnu une reconnaissance politique indispensable.
mais il ne remplit pas les caisses. Jean-Louis Crémieux-Briac est un des jeunes Français qui a rejoint Londres. De Gaulle, dès qu'il est reconnu par Churchill comme chef des Français libres, s'installe pour 3 semaines provisoirement sur les quais de la Tamise, dans un immeuble St. Stephen's House. Et il recrute très rapidement un homme qui a une expérience de la banque, qui s'appelle Pierre Denis, alias Roson de la France libre, qui sera pendant 3 ans le financier de la France libre. Et donc, Pierre Denis prend en compte la caisse. Et certains jours, cette caisse est si misérable qu'un soir, il reste seulement 14 shillings. Et Denis doit ajouter 10 shillings de sa poche pour payer des télégrammes que le général de Gaulle veut envoyer à l'étranger. Pierre Denis contrôle tout. Les frais sont nombreux. De Gaulle se veut le chef d'un État en exil. Il faut tout inventer. Et cela coûte cher. Il faut acheter des enveloppes, des timbres, mais aussi des tampons des différentes échelles du secret que l'on teste au dos du reçu. Tous les justificatifs sont scrupuleusement conservés, vérifiés, pointés. Télégrammes, parachutage allié vers la France. Des tonnes de matériel et plus de 77 millions de francs destinés aux résistants sont bloqués sur les aérodromes anglais. Sur place, en France, on brûle les dernières réserves. Chacun sait que dans le maquis, il est impossible de combattre sans armes et le ventre creux. Les maquisards dépensent leurs dernières économies et en sont réduits à mendier. Roger Ranoux combat alors dans un maquis de Corrèze. Pour manger, nous allions chez les gens demander s'ils pouvaient nous donner du pain, s'ils pouvaient nous donner ce qui était nécessaire. Il fallait de la viande, par exemple. On réquisitionnait des bêtes chez les gens. Vous avez 3 cochons, il faut en donner un. Vous avez 2 moutons, il faut en donner un, etc. J'ai une admiration, et je garde ce souvenir, pour ces paysans, cette paysannerie de Corrèze. Relativement pauvres, c'était surtout les agriculteurs, et qui nous ont aidés, qui ont été merveilleux en ce qui concerne la résistance. Mais la population ne peut nourrir tous ces maquisards qui n'ont parfois plus rien pour subsister. Jacques Bingen, officier des services secrets gaullistes, se porte volontaire pour prendre la succession de Jean Moulin. Dès son arrivée en France, il tire la sonnette d'alarme. En janvier 1944, il envoie plusieurs télégrammes. Il n'y a pas d'argent pour le mois. L'état des fonds est effroyable. Les maquis devront rançonner la population et tous les militants sont scandalisés. La faim va transformer patriotes traqués en loups. Dans une ultime tentative pour convaincre les Britanniques d'expédier armes et argent, Bingen décide de réaliser un film sur la vie du maquis. Ici la France. La voix de Maurice Schumann, alors vedette à la BBC, accompagne le montage. Le film parvient à Londres en février 1944. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis en plein cœur du royaume de la Gestapo. Mais regardons bien l'uniforme de leur garde à vous, des culottes rapiécées et trouées, des chaussettes trop minces, des souliers sans graisse, au cuir brûlé et prêts à se fendre. C'est avec ça qu'ils courent, qu'ils manœuvrent et qu'ils luttent. Ils n'ont pour se tenir chaud que la croix de Lorraine sur la poitrine. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Emmanuel Dastier fait tirer quelques photos du film. Elles illustrent un Allemand. Qui sont les hommes qui prennent d'assaut ce convoi? Des Allemands? Des brigands? Non. Ils sont membres des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Autrement dit, ce sont des résistants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'orage, comment la résistance s'est-elle financée? De Gaulle à Londres, avait-il des ressources financières? D'où venait l'argent de la résistance? D'emprunts? De braquage?
L'argent a été au cœur de la bataille de France. La guerre, c'est avant tout une histoire d'argent. Quand les soldats allemands investissent la capitale française en juin 1940, ils ne se contentent pas de faire claquer leurs bottes ferrées sur le pavé parisien. Ils vont surtout s'accaparer toutes les richesses du pays. L'argent revient aux vainqueurs. C'est bien le problème du général de Gaulle. Tout juste débarqué à Londres, celui qui a décidé de continuer le combat contre l'envahisseur allemand est sans ressources. En pleine débâcle, le président du Conseil lui a remis 100 000 francs en liquide, puisés dans les fonds secrets. C'est tout. Aux premiers hommes qui répondent à son appel, de Gaulle confie « Je n'ai ni fonds, ni troupes. Je ne sais pas où est ma famille. Nous commençons à zéro. » De Gaulle est seul, ou presque. « Puisque vous êtes tout seul, je vous reconnais tout seul », lui lance Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Le soutien du vieux lion apporte à de Gaulle l'inconnu une reconnaissance politique indispensable. Mais il ne remplit pas les caisses. Jean-Louis Crémieux-Briac est un des jeunes Français qui a rejoint Londres. De Gaulle, dès qu'il est reconnu par Churchill comme chef des Français libres, s'installe pour 3 semaines provisoirement sur les quais de la Tamise, dans un immeuble St. Stephen's House. Et il recrute très rapidement un homme qui a une expérience de la banque, qui s'appelle Pierre Denis, alias Roson de la France libre, qui sera pendant 3 ans le financier de la France libre. Et donc, Pierre Denis prend en compte la caisse. Et certains jours, cette caisse est si misérable qu'un soir, il reste seulement 14 shillings. Et Denis doit ajouter 10 shillings de sa poche pour payer des télégrammes que le général de Gaulle veut envoyer à l'étranger. De Gaulle comprend tout de suite que s'il veut incarner la France en guerre, il doit avoir cette résistance intérieure derrière lui. Première urgence, la sauver de l'asphyxie financière. Un mois après sa première rencontre avec Jean Moulin, De Gaulle fait parachuter un premier émissaire en France avec 100 000 francs. Grâce à lui, les équipes de Libération Sud et francs-tireurs poursuivent leurs impressions clandestines. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Moulin subit un entraînement au parachutisme, au codage, aux règles de la clandestinité. Puis, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il traverse la Manche à bord d'un bimoteur. En survolant la France, Moulin a droit à une réception son et lumière de la part de la DCA allemande. Le pilote a fait une erreur de quelques secondes. Moulin est parachuté en Provence, à 15 km du point prévu. Moulin est le délégué personnel du général de Gaulle. Sa mission, unifier cette résistance disparate, la ranimer et la rallier à la France libre, dirigée par le général de Gaulle. Il va essayer de rallier les mouvements qui se sont constitués en France non occupée à ce moment-là, non seulement par sa force de conviction et par l'autorité que lui donne de Gaulle, mais aussi par le fait qu'il les finance. Jean Moulin rencontre successivement les chefs des principaux mouvements de zone sud. Henri Freinet de Combat, Emmanuel Dastier de Libération Sud, Jean-Pierre Lévy de Francs-Tireurs. Il va leur faire une proposition qu'ils vont avoir du mal à refuser. L'émissaire de Gaulle a atterri avec 1,5 million de francs. Une manne pour les mouvements. Pour agir, il faut de l'argent. Emmanuel Dastier et Jean-Pierre Lévy acceptent l'argent de Moulin et tacitement la tutelle gaulliste. Les cadres du mouvement Combat hésitent. Chevance-Bertin écrit « La grande question, c'était de savoir si nous allions devenir gaullistes. C'est-à-dire si nous allions accepter les moyens financiers, les moyens de liaison, les directives. Si on voulait faire quelque chose d'important, il fallait accepter de se rattacher à Londres. » Finalement, Henri Freinet accepte et reçoit pour Combat immédiatement 250 000 francs. Mais cette dépendance financière nourrit des frustrations.
Freinet se sent floué. Il est à la tête du plus grand mouvement de résistance de zone sud. Officier d'active, organisateur né, meneur d'hommes, il ne supporte pas les ordres de Londres et la tutelle de Moulin. Je comprenais très très bien la position des résistants. Ils avaient besoin de l'argent. Londres, enfin nous disions Londres, ne leur donnait pas, ben, les résistants allaient en chercher. C'était... Bon, j'avais rien à dire, mais enfin, ça me paraissait évident. Parce que si on voulait les garder, il fallait leur donner de l'argent. Jean Moulin n'a plus le choix. Il écrit d'urgence à De Gaulle. Que des sommes très importantes me soient versées rapidement pour que je puisse, en votre nom, attribuer au mouvement les sommes, sinon équivalentes, du moins assez sensiblement rapprochées de celles promises par les Américains. Le jour où l'on pourra dire que c'est vous, et non pas les Alliés qui finançaient la lutte contre la déportation, il est certain que la position du gaullisme en France sera renforcée d'autant. En 1942-43, l'argent est au centre de tous les rapports de force. De Gaulle finance la résistance intérieure pour mieux la contrôler. Les services secrets de Roosevelt rétribuent certains mouvements de résistance français pour le court-circuiter et le déstabiliser. Le chef du mouvement combat, Henri Freinet, accepte l'argent américain pour préserver son autonomie face à De Gaulle. Tandis que Churchill, influencé par Roosevelt, réfléchit également à la manière dont il pourrait couper les crédits de la France libre. Tout au long de la guerre, l'argent est utilisé comme une arme politique. C'est un enjeu de pouvoir autant qu'un enjeu de survie. Finalement, De Gaulle s'en tire de justesse. L'opération, orchestrée par les Américains à partir de la Suisse, tourne court. Elle n'était pas du goût de leurs partenaires anglais. Churchill ne souhaitait pas voir les Américains perturber les relations privilégiées de l'Intelligence Service avec la résistance française. Il a été décidé que si les Américains apportaient des crédits par la Suisse, ces crédits devaient être remis aux représentants de la France libre et non pas à un mouvement isolément qui serait passé sous la coupe des Américains. Un mois plus tard, Jean Moulin parvient à créer le CNR, le Conseil national de la résistance, qui se réunit pour la première fois le 27 mai 1943, clandestinement, en plein centre de Paris. Cette véritable ébauche d'une représentation politique de la résistance rassemble des mouvements, des syndicats, des partis politiques. Tous reconnaissent le général de Gaulle comme le seul chef politique de la France combattante. C'est un tour de force. 3 jours plus tard, de Gaulle atterrit en terre française, à Alger. Le général Giraud l'accueille avec les honneurs. 6 mois après la poignée de main forcée de Casablanca, le rapport de force a changé. Les deux hommes coprésideront le CFLN, Comité français de la libération.